Je suis psychiatre, j'ai dirigé une équipe de recherche au CNRS pendant de nombreuses années. J'ai créé certaines structures et certains réseaux en France destinés à augmenter le pouvoir de décision et d'action des personnes pour favoriser le rétablissement des troubles mentaux. Et parmi les outils thérapeutiques qui favorisent le pouvoir de décision et d'action, il y a la remédiation cognitive dont il va être question. L'objectif du centre ressources est de promouvoir les bonnes pratiques, les pratiques orientées rétablissement et les outils en faveur du rétablissement, dont la remédiation cognitive. C'est un centre qui a une vocation nationale, qui fait de la communication, qui suit l'actualité de la réhabilitation psychosociale, qui organise différentes manifestations scientifiques et différentes formations, et qui met aussi en évidence les structures du réseau de réhabilitation psychosociale et de remédiation cognitive. Donc vous avez sur le site web une carte avec par région toutes les structures, leurs descriptions, qui elles concernent, ce qu'elles proposent et les modalités pour y accéder. Eh bien, en fait, l'idée du livre Remédiation cognitive, elle date des années 2000 à peu près. À l'époque, en fait, ce type de technique n'était pas du tout diffusé en France. Nous étions un petit réseau. Ce sont une partie des auteurs de l'ouvrage, puisque c'est un ouvrage collectif que j'ai coordonné. La première édition ayant été publiée en 2012 et celle de 2017, c'est la deuxième édition. Donc à peu près vers la fin des années 2000, il a fallu, vu l'importance pour les patients, promouvoir vraiment ces techniques, les diffuser sur le territoire national. Donc pour ça, il y a eu création d'une association, l'association francophone de remédiation cognitive, d'un diplôme d'université, le diplôme d'université remédiation cognitive. Après, des structures se sont créées derrière, avec un réseau qui s'est fédéré progressivement dans les années qui ont suivi, avec des labellisations par les pouvoirs publics, par les agences régionales de santé. Et il fallait que les professionnels qui s'engagent dans ce mouvement disposent d'un ouvrage de référence qui décrive les principes théoriques et les modalités d'utilisation pratique, de déploiement pratique de la remédiation cognitive. Donc cet ouvrage, il vient de là, il vient d'une nécessité pour les personnes qui travaillent sur le terrain dans ce domaine. Il y avait eu des progrès, de nouveaux programmes qui étaient développés, et puis c'est aussi une demande de l'éditeur. Moi, j'aurais attendu volontiers 2-3 ans de plus, mais à l'époque, mon éditrice m'a dit « Ah oui, ça va faire 5 ans, il est temps de mettre à jour, c'est important parce qu'il y a une demande importante, le domaine est en pleine progression. » Puis j'ai accepté bien volontiers, et finalement, faire cette deuxième édition, ça a été comme refaire le livre complètement. On a tout repris à zéro, les chapitres ont été retravaillés complètement, à part un ou deux, donc c'est un ouvrage tout à fait enrichi, mis à jour et tout à fait différent du premier. Effectivement, dans la première édition, nous étions très centrés sur les troubles mentaux sévères en particulier, parce que c'est la population à laquelle on a affaire. Mais en réalité, la remédiation cognitive s'applique à des situations bien différentes, bien plus larges. Et d'ailleurs, la remédiation cognitive a été inventée pour des personnes qui ont subi des lésions cérébrales et qui ont des séquelles. Qui avaient des séquelles dans la première moitié du XXe siècle. Donc c'était très important que ce chapitre soit là, parce que c'est l'histoire de la remédiation cognitive et il y a beaucoup de savoir-faire du côté de la réadaptation fonctionnelle, donc la spécialité médicale qui s'occupe des personnes qui ont été cérébro-lésées et qui favorise les procédures de rééducation. Et puis l'alcoolodépendance, c'est parce qu'il y a un besoin de santé publique. L'alcoolisme, c'est extrêmement fréquent et les séquelles, sans aller jusqu'au syndrome de Korsakoff, où là il y a des lésions irrémédiables, définitives, mais tout ce qui conduit au Korsakoff, il est important de pouvoir le prendre en compte. Donc, c'est prendre en compte, d'une part, les troubles cognitifs qui sont consécutifs à la prise d'alcool, qui lèsent le cerveau, mais c'est aussi agir sur des biais cognitifs qui favorisent la prise d'alcool. Donc, c'est important à deux niveaux, pour travailler sur les troubles résiduels et pour favoriser l'abstinence. C'est important que la personne qui est compétente dans tel domaine ou tel domaine, tel programme, telle pathologie ou telle pathologie, puisse s'exprimer sur ce qu'elle connaît. Personne ne maîtrise complètement ce champ de compétences parce qu'il est extrêmement vaste. D'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, travailler sur l'alcoolodépendance et les troubles cognitifs associés ou consécutifs, c'est différent de travailler sur la schizophrénie ou le trouble bipolaire ou l'autisme. Donc en fait, j'ai vraiment voulu impliquer tous les meilleurs spécialistes francophones pour avoir un ouvrage très complet. Le livre Remédiation cognitive, il est destiné non seulement aux thérapeutes qui ont besoin de connaître les programmes, maîtriser les différents aspects en termes d'organisation, de contenu des séances, mais aussi à tout professionnel de santé mentale qui doit savoir que ces outils existent et qui peut simplement en parler aux patients pour l'inciter à y recourir. Donc je pense que c'est un livre qui a un public extrêmement large potentiellement.
Ça ne peut pas être imposé comme la plupart des soins en psychiatrie, par exemple les psychothérapies. Vous ne pouvez pas imposer à quelqu'un d'avoir un regard différent sur lui-même, de considérer sa relation au monde pour la modifier s'il ne le souhaite pas. Et là, vous ne pouvez pas imposer à quelqu'un de changer ses stratégies pour traiter des informations qui sont sur une feuille, sur un écran ou dans le contexte autour de lui. Il faut qu'il en ait envie, il faut qu'il en sente le besoin. Donc ça part toujours du patient. Alors bien sûr, on peut l'engager à considérer ce besoin et à en prendre conscience, mais on ne peut pas le forcer. Ça, c'est très important. Ce sont toujours des soins qui sont demandés par les patients. Soit on va l'inciter avec du motivationnel en amont, soit d'emblée, il y aura une demande. Mais il y a toujours au minimum une plainte cognitive pour que ça fonctionne, c'est-à-dire que la personne, et ça c'est assez transversal, hein, autant les gens même qui ont des troubles psychotiques très marqués, avec des troubles cognitifs associés, ne se plaignent pas, par exemple des hallucinations, parce que pour eux, c'est la réalité, ils n'ont pas de plainte par rapport à ça. En revanche, ils se plaignent de ne pas pouvoir mémoriser quelque chose ou de ne pas pouvoir être attentif. Ça a toujours été le cas. Et j'étais extrêmement heureux quand la remédiation cognitive s'est développée, parce qu'on a répondu à un besoin qui était évident. Ça part du patient et ça répond à une plainte qu'il faut mettre en évidence. En fait, l'enjeu, c'est ça, c'est de montrer la difficulté qui, en général, est ressentie et vraiment présente dans l'esprit du patient. Par exemple, dans la schizophrénie, les troubles cognitifs, les troubles dits neurocognitifs, c'est-à-dire les troubles de la mémoire, de l'attention, des fonctions exécutives, des fonctions visuospatiales, ils touchent 4 personnes sur 5. 4 personnes sur 5 ayant une schizophrénie. Et ils ont un impact très fort sur les possibilités de s'insérer dans la société. Les troubles de la cognition sociale également, leur impact est encore plus fort, c'est-à-dire la capacité à comprendre les états mentaux d'autrui, ce que ressent autrui, ce que veut autrui, mais aussi à décrypter les émotions qui s'affichent sur son visage. Donc tous ces troubles cognitifs, ils sont très présents dans la schizophrénie, ils ont un impact très fort en termes d'insertion sociale, professionnelle, d'accès aux activités, enfin quelque chose qui est extrêmement handicapant pour eux, et pourtant ça n'était pas traité jusque-là. Ce qu'il faut faire, c'est pouvoir les mettre en évidence en s'appuyant sur la plainte du patient, comme je le disais auparavant. Ensuite, les quantifier grâce à des tests qui ont été bien normés, qui sont mis en œuvre par des neuropsychologues, et puis ensuite, la personne, naturellement, va en comprendre le retentissement et va souhaiter se traiter, et là on va pouvoir lui proposer de la remédiation cognitive. Il y a déjà 3 conditions pour proposer la remédiation cognitive. Premièrement, qu'il y ait des troubles cognitifs, c'est-à-dire une plainte cognitive et puis des troubles cognitifs objectivés par un bilan neuropsychologique. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un retentissement de ces troubles cognitifs. Et troisièmement, que ce retentissement ne soit pas compensé, que ça gêne la réussite du projet du patient. Donc tout ça pour dire qu'il faut d'abord que ces 3 conditions soient réunies, mais surtout que la remédiation cognitive sera plus efficace s'il y a un projet. C'est-à-dire que si elle est mise en œuvre pour favoriser la réussite, par exemple, d'un projet professionnel, d'un accès à un logement indépendant, de l'accès à un foyer, de l'accès à un groupe d'entraide mutuelle, à un clubhouse, à des études. Enfin, il faut qu'il y ait un objectif concret dans la vie du patient. Il faut que ça ait un sens pour lui et dans ce cas-là, ça a toutes les chances d'être particulièrement utile et de réussir. Les études les plus nombreuses en psychiatrie ont été conduites dans la schizophrénie. Vous avez des études dans la dépression, des études dans le trouble bipolaire, des études dans l'autisme. Il y a très peu d'études dans les troubles du comportement alimentaire, alors qu'il y a des troubles cognitifs associés, il y a un besoin. En addictologie, on en a parlé tout à l'heure, il y a quelques études, mais c'est pas encore un champ qui est extrêmement développé. Vraiment, la majeure partie des études, ça a été pour la schizophrénie, parce que c'est là que l'impact est probablement le plus évident, avec une proportion de rétablissement, un taux de rétablissement qui est beaucoup trop faible. Donc rapidement, les psychiatres et les équipes de santé mentale se sont rendus compte qu'il fallait ouvrir la palette thérapeutique et proposer de nouvelles actions, et celle-ci était particulièrement importante. Donc ça s'est développé dès les années 1970-80 et ça a pris énormément d'ampleur dans les années 2000. C'est d'abord quelque chose qui naturellement est destiné aux neuropsychologues parce qu'ils sont formés aux troubles cognitifs, à leur évaluation. Pas tellement à la mise en œuvre de la remédiation cognitive, mais ils ont tout le bagage nécessaire pour se former très rapidement et le pratiquer avec efficacité. Donc il y a un diplôme d'université qui avant tout est destiné à ces professionnels, mais pas seulement. Parce que si on confie la remédiation cognitive qu'aux neuropsychologues, on n'arrivera pas à répondre aux besoins de santé publique, puisque ce sont des centaines de milliers de personnes en France qui en ont besoin. Donc très rapidement, on a donné l'accès de ce diplôme d'université, d'ailleurs dès sa création en 2009, à des infirmiers, à des ergothérapeutes et à des médecins, c'est-à-dire à un certain nombre de professions qui vont acquérir les compétences nécessaires pour mettre en œuvre ces techniques. Et en fait, ça dépend vraiment de la structuration de telle ou telle équipe. Très souvent, c'est confié à des infirmiers, puisque c'est la profession la plus nombreuse, et qui, sous la responsabilité d'un neuropsychologue, met ça en œuvre de manière tout à fait adéquate. Donc c'est infirmiers, ergothérapeutes, ceux qui pratiquent en priorité. Les neuropsychologues ne sont pas très nombreux, donc ils couvrent moins de besoins, mais ce sont toujours eux qui font les évaluations. Ce sont toujours eux qui sont en supervision, comme je l'ai dit, pour la pratique de la remédiation cognitive, qui est délivrée par d'autres professions.
Les médecins souvent se forment pour connaître la remédiation cognitive, mais ils n'ont pas le temps de pratiquer eux-mêmes, ils la délèguent. Et puis après, certaines autres professions peuvent être impliquées, orthophonistes, parfois certains éducateurs. Donc 2 professions principales au premier plan, infirmiers, ergothérapeutes.